Un riche fiancé abandonna sa fiancée devant l'hôtel, mais quand elle reparut des années plus tard, il ne put que la fixer avec stupeur. « Henri, s'il te plaît, tout le monde t'attend. » La voix d'Emily Carter tremblait alors qu'elle se tenait à l'extrémité de la somptueuse salle de bal, entourée d'immenses bouquets de roses blanches. Elle peinait à contenir la tempête dans sa poitrine. Son cœur battait si fort qu'il couvrait presque la douce musique de chambre qui flottait au-dessus des convives. Les invités du mariage, une assemblée d'hommes d'affaires influents, de célébrités et de membres de la haute société, étaient assis en rangées de fauteuils richement décorés. Un silence solennel s'installa lorsqu'ils ressentirent la tension. Henry Sterling, grand et élancé dans son smoking sur mesure, se trouvait à quelques pas seulement d'Emily, son téléphone dans une main, l'autre serré en un poing crispé. Les lustres de cristal scintillant projetaient des reflets kaléidoscopiques sur le sol en marbre, amplifiant encore le drame de l'instant. Emily avait rêvé de ce moment pendant des mois. Avancer dans l'allée sous une douce lumière de bougies, échanger des vœux avec l'homme qu'elle aimait. Mais à présent, quelque chose sonnait faux, terriblement faux. Le téléphone d'Henri sonna une deuxième fois. Il l'avait mis en silencieux la première fois, mais l'insistance de l'appelant était impossible à ignorer. La mâchoire contractée, Henri jeta un coup d'œil à l'écran. Tous les invités purent percevoir l'éclair d'angoisse qui traversa son visage. « Henri !» répéta Emily, la voix brisée. « Qui est-ce » Il hésita, puis répondit au téléphone. Un malaise s'installa parmi les convives. Plusieurs personnes se penchèrent, espérant saisir le moindre indice sur l'expression d'Henri. Les parents d'Emily, assis au premier rang, échangèrent des regards inquiets. Ils connaissaient le caractère imprévisible des cercles mondains de l'ultra-richesse. Rumeurs, rivalités soudaines, révélations de dernière minute. Émilie perçut une voix lointaine et étouffée à l'autre bout du fil, sans parvenir à distinguer les mots. Elle ne perçut que la détresse du ton. Une voix de femme. La couleur quitta le visage d'Henri, et sa posture autrefois pleine d'assurance s'affaissa. Finalement, il murmura quelques mots au téléphone. Ce n'est pas le moment. Mais il parut se reculer, comme s'il s'était pris une claque avec ce qu'il venait d'entendre. Sa main relâcha légèrement celle d'Emily. Une sueur glacée lui parcourut l'échine, la plongeant dans un sinistre pressentiment. Le silence se fit plus dense, presque étouffant. La voix de l'autre côté de la ligne s'éleva, assez pour que les invités les plus proches entendent quelques bribes. « Henri, je t'attends. Tu ne peux pas l'épouser. Si tu m'aimes, viens maintenant. » Soudain, le monde sembla basculer sous les pieds d'Emily. Des murmures fusèrent dans la foule. Les caméras de la presse, conviées spécialement par la famille ultra-branchée d'Henri, se braquèrent avec une précision impitoyable, capturant chaque nuance de cet instant qui se délitait. Henri lâcha doucement la main d'Emily. Son visage était désormais impénétrable, distant. « Je suis désolé », murmura-t-il juste assez fort pour qu'elle l'entende. Puis, avec un pivot détaché de ses chaussures brillantes, il s'éloigna, téléphone toujours collé à l'oreille, abandonnant sa promise au milieu de tout l'apparat, figé dans un silence stupéfait. Pendant un instant, Émilie fut incapable de comprendre ce qu'il se passait. Un hoquet étranglé s'échappa de ses lèvres. Elle chancela, les mains agrippées à sa robe de satin blanc. Le coup de massue de cet abandon s'abattit alors, aussi violent qu'un coup de tonnerre. Des bribes de chuchotements incisifs parvinrent à ses oreilles. Il vient de la laisser tomber? Il y a une autre femme? Quel scandale! Sortant de sa torpeur, Émilie constata que des larmes dévalaient ses joues. Un sanglot la déchira tandis qu'elle se tenait devant l'autel, une mariée sans mari. L'officiant, visiblement secoué, s'écarta. La wedding planée se précipita, mais il était trop tard. Le spectacle ne pouvait plus être sauvé. De l'autre côté de la salle, elle aperçut la famille d'Henri, des messieurs plus âgés en costumes taillés sur mesure, des femmes impeccablement vêtues, leur visage exprimant un jugement froid. Parmi eux, la mère d'Henri, Evelyn Sterling, la bouche pincée en un rictus d'approbation, comme si elle avait toujours souhaité une telle issue. Les flashs crépitèrent. Les lumières au plafond paraissaient devenues dures, implacables. Émilie sentait les murs se refermer sur elle, l'étouffant. Les gens se levèrent, un brouhaha de curiosité et de pitié. Quelqu'un tenta de l'emmener, mais elle n'entendait presque rien derrière le bourdonnement dans ses oreilles. Tous ses espoirs de noces féeriques venaient de voler en éclats. L'humiliation était indescriptible, mais pire encore était la douleur. Elle baissa le regard vers la bague scintillante à son doigt. Celle qu'Henri lui avait passée quelques semaines plus tôt.
en promettant de l'aimer toute sa vie. À présent, il était parti, franchissant les grandes portes comme si elles n'existaient pas. Les larmes d'Émilie redoublèrent, incontrôlables, exposées au regard du public. Les journalistes saisirent l'instant, immortalisant la détresse de la mariée abandonnée. Dans ce tourbillon de chaos, elle prit confusément conscience que son humiliation allait faire la une des médias. Elle ne pouvait qu'y assister, impuissante, tandis que son existence jusque-là prometteuse s'effondrait à ses pieds. En un seul coup de fil, elle s'était transformée en spectacle public, ses rêves se brisant tels des éclats de verre éparpillés. Les pires craintes d'Émilie se réalisèrent plus vite qu'elle ne l'aurait cru. Dès le lendemain, les tabloïds placardèrent l'histoire du mariage annulé en gros titres. Coup de tonnerre au mariage Sterling. Ou encore, Emily Carter, la croqueuse de diamants abandonnée. Le scandale embrasa tout New York. Les paparazzis se massèrent devant son modeste immeuble, interrogeant ses voisins pour grappiller la moindre rumeur. Les forums en ligne s'enflammèrent de théories. Certains affirmaient qu'Emily avait trompé Henry. D'autres la désignaient comme une manipulatrice prise sur le fait. Elle tenta de tout ignorer, mais la haine rampait par tous les interstices. Même ses comptes sur les réseaux sociaux furent assaillis de messages, allant de l'insulte gratuite à la compassion forcée. Elle finit par les désactiver pour préserver un semblant de santé mentale. Les rares amis qu'elle comptait dans la haute société l'évitèrent aussitôt. Plus aucune invitation à des soirées. Même d'anciennes relations préférèrent se tenir à distance pour ne pas se retrouver mêlées au scandale. Sa vie professionnelle ne fut pas épargnée. Emily travaillait comme assistante marketing junior dans une petite agence prometteuse. Au lendemain de la tempête médiatique, son patron la convoqua dans son bureau. Il la fixa un long moment, partagé entre la pitié et l'inquiétude. « Emily, je suis navré, » dit-il, faisant tourner son stylo nerveusement. « Les dirigeants ne veulent pas de mauvaise publicité. Ils te licencient. » Elle essaya de plaider sa cause, les larmes menaçant de couler à nouveau, soulignant qu'elle n'avait commis aucune faute au travail. Mais c'était peine perdue. Son nom était devenu toxique. L'entreprise refusait de prendre le moindre risque d'atteinte à sa réputation. À court de solutions, elle chercha un soutien auprès de la famille d'Henry, espérant qu'il pourrait éclaircir la situation. Mais elle se heurta à des déclarations publiques froides, émises par les Sterling. « Nous respectons la décision d'Henry de rompre ses fiançailles. Nous n'avons jamais approuvé cette union. » Point final. Aucune compassion, aucune prise de responsabilité. Emily devait porter seule le poids de la honte. Les rumeurs autour d'une possible maîtresse d'Henry s'envenimèrent en spéculations cruelles. Certains journaux prétendirent qu'Emily était au courant de la double vie d'Henry depuis longtemps. D'autres la désignaient comme une arriviste qui avait lamentablement échoué à ferrer un mari fortuné. Les ragots se multipliaient à une vitesse vertigineuse, impossible à endiguer. Une nuit, alors qu'une pluie torrentielle s'abattait sur la ville, Emily courait dans les rues, ses sacs de provisions à la main, la capuche bien enfoncée sur son visage pour éviter les regards indiscrets. À l'approche de son modeste immeuble, elle repéra des paparazzis embusqués sous l'auvent. À la première explosion des flashs, elle paniqua et laissa tomber ses achats. Les légumes roulèrent dans le caniveau. Aveuglée par les flashs, elle s'engouffra dans une ruelle, des larmes mêlées à l'eau de pluie ruisselant sur ses joues. Trempée, transie, elle s'écroula sur le trottoir. Ses sanglots résonnèrent, rauques, contre les murs souillés. « Je te hais, Henry Sterling, » murmura-t-elle. « Un jour, je te ferai payer. » La promesse sonnait creux sur le moment, mais elle alluma en elle une étincelle de détermination insoupçonnée. Là, sur le trottoir trempé, alors que la foudre grondait, ses larmes donnèrent naissance à sa soif de revanche. Dans les jours qui suivirent, Emily disparut de New York, comme si elle n'avait jamais existé. En un clin d'œil, elle résilia le bail de son appartement, vendit les quelques meubles dont elle disposait et se débarrassa de tout ce qui la rattachait à la vie qu'elle avait bâtie avec Henry en tête. Les paparazzis perdirent sa trace. Ses amis, ou plutôt anciens amis, se dirent qu'elle avait fui la honte. Dans l'ensemble, ils ne se trompaient pas. Elle devait s'éloigner, se couper de cette ville qui l'avait broyée. Pendant des mois, Emily erra d'un endroit à l'autre, une chambre de motel exiguë à Philadelphie, un studio délabré à Baltimore, un sous-location à Chicago. Au début, elle avançait dans un brouillard, enchaînant de petits boulots, serveuse, femme de ménage dans des bureaux la nuit, promeneuse de chiens, simplement pour payer un toit. Ses journées se fondaient les unes dans les autres,
dominé par la trahison qui la hantait jusque dans ses cauchemars. Pourtant, derrière ce quotidien éprouvant, une braise d'ambition rougeoyait. Elle se souvenait du serment qu'elle s'était fait, sous la pluie, de faire payer Henry Sterling. Mais la vengeance seule ne suffirait pas à reconstruire sa vie brisée. Elle voulait devenir une femme forte, compétente et inatteignable, à l'abri des caprices des gens riches et puissants. Ainsi, Emily Carter, la fiancée bafouée, commença sa métamorphose en Helena Carter, une entrepreneuse déterminée. D'abord, elle s'inscrivit à un cours de gestion d'entreprise de courte durée. Elle investit ses pourboires de serveuse dans l'achat de manuels universitaires et assimila fébrilement des notions de finance, de marketing et de stratégie. Les nuits blanches se succédaient, la trouvant penchée sur des ordinateurs empruntés dans des cafés ouverts 24h/24, les yeux brûlants de fatigue face à des tableaux Excel et des études de cas. Ses notes montèrent en flèche. Certes, elle n'était pas dupe. Plus âgée que la moyenne de ses camarades et lestée d'un passé douloureux, elle puisait sa force dans une détermination féroce. Peu à peu, des opportunités se présentèrent. À Chicago, un investisseur plus âgé, frappé par son courage et sa rigueur, lui donna sa chance en lui confiant la gestion d'une petite boutique de mode. La rémunération restait modeste, mais l'expérience était inestimable. Emily s'impliqua à fond, inventaire, marketing, comptabilité. Elle fit grimper les ventes grâce à des campagnes créatives sur les réseaux sociaux et noua des partenariats avec des stylistes locaux. Bientôt, on parla de son succès dans le cercle restreint de la mode à Chicago. D'autres petites entreprises firent appel à elle pour des missions de conseil. Elle mit de côté le moindre dollar. Cet argent lui servit de tremplin pour investir dans l'immobilier, un microloft dans un quartier en plein renouveau. Elle s'en servit comme garantie pour emprunter, puis revendit le bien avec une confortable plus-value. Chaque coup réussi renforçait sa confiance. Au moment où elle créa officiellement sa société, elle n'était plus la mariée naïve laissée à l'hôtel. Elle fonda alors une LLC, Carter Company, spécialisée dans le branding stratégique et l'investissement immobilier. Sa clientèle s'élargit, franchit les cercles plus huppés. Le nom d'Helena Carter devint synonyme de solutions ingénieuses et de pratiques commerciales équitables, bien loin du scandale médiatique qui l'avait autrefois détruite. Les années passèrent. Désormais connue sous le nom d'Helena Carter, elle se retrouva un jour devant un miroir dans la suite d'un gratte-ciel new-yorkais. Elle revenait dans la ville de sa plus grande honte pour la première fois depuis l'incident. La skyline vertigineuse et l'énergie bouillonnante de New York l'accueillirent comme un vieil ennemi. Mais cette fois, elle ne tremblait pas. Elle portait un tailleur de créateur qui imposait l'autorité plutôt que la vanité. Son reflet lui renvoyait l'image d'une femme confiante, dont le regard exprimait à la fois la souffrance et la force. La nouvelle de son retour se propagea dans les milieux d'affaires. Et quelque part, dans un bureau cossu dominant la ville, Henry Sterling n'allait pas tarder à apprendre que la femme qui l'avait abandonné s'était métamorphosée et revenait, déterminée. Helena Carter ne débarqua pas à New York en proclamant ouvertement sa vengeance. Elle arriva presque comme une ombre et s'insinua dans les cercles de l'élite d'une façon que personne n'aurait pu anticiper. Au lieu de vanter ses réussites, elle créa des sociétés écrans et des fonds d'investissement indirects, autant de mécanismes astucieux pour acquérir, sous divers noms, des parts stratégiques dans l'immobilier et les entreprises de la ville. À chaque nouvelle acquisition discrète, elle renforçait son emprise invisible sur la scène immobilière new-yorkaise. Sterling Enterprises, le puissant conglomérat d'Henry, figurait parmi ses cibles phares. Des années durant, elle avait suivi son évolution à distance. Elle connaissait précisément les failles de l'entreprise, les segments déficients, les tensions internes, ainsi que l'excès de fierté de la famille Sterling qui les avait poussés à prendre des risques démesurés. Son but n'était pas seulement d'égaler la richesse d'Henry, mais de créer une telle pression financière qu'il s'effondrerait. Via divers investisseurs anonymes, Helena acquit d'importants blocs d'actions de Sterling Enterprises, cotés en bourse. Des fractions de pourcents disséminées à travers plusieurs entités. Henry aurait pu s'en apercevoir s'il s'était davantage soucié de ses petits actionnaires. Mais dans son arrogance, il considérait que toute véritable menace se manifesterait avec fracas. En parallèle, Helena soigna ses relations mondaines. Galas artistiques, défilés de mode, dîners caritatifs fréquentés par l'élite new-yorkaise devinrent autant d'occasions de tisser des alliances. Les médias commencèrent à remarquer cette femme d'affaires mystérieuse à l'allure impeccable,
sans pour autant faire le lien avec la fiancée délaissée d'autrefois. Elle devint le sujet de nombreux murmures, admirée pour sa perspicacité, sa grâce et ses généreuses contributions philanthropiques. Bien entendu, les spéculations allaient bon train quant à ses origines, mais personne ne songea à la relier à Emily Carter. Il ne fallut pas longtemps pour qu'Henry Sterling croise lui-même sa route, sans toutefois reconnaître son ancienne fiancée. Ce fut au cours d'une conférence sur l'immobilier, où Henry prononçait le discours principal dans un auditorium ultramoderne, devant un parterre de PDG, de promoteurs et de capitaines d'industrie. Helena était assise au fond, l'observant avec une attention soutenue. Henry n'avait rien perdu de sa prestance, grand, sûr de lui, un sourire éclatant qui captivait son public. Cependant, derrière cet aplomb, Helena devinait des fissures. Un certain stress dans sa voix, un enthousiasme trop exagéré quant à ses futurs projets. Après son intervention, les participants se retrouvèrent dans le hall pour échanger. Henry s'entretenait avec un groupe d'investisseurs potentiels lorsque, doucement, Helena s'approcha, son maintien d'une élégance irréprochable. Quelqu'un les présenta l'un à l'autre. Helena Carter, une nouvelle étoile montante dans le capital investissement. Henry lui serra la main, sourire courtois, mais le regard intrigué. Il se passait quelque chose dans ses yeux. Un trouble, comme un souvenir fugace et obsédant. Sterling Enterprises est vraiment impressionnant, lança Helena avec assurance, sans la moindre nervosité qui la tourmentait autrefois. J'aimerais en savoir plus sur vos prochains projets de développement. Henry eut un rire confiant. Nous avons plusieurs chantiers en cours, résidences de luxe, tours commerciales. Peut-être pourrions-nous convenir d'un rendez-vous? Elle haussa un sourcil, un sourire énigmatique aux lèvres. Ce serait avec plaisir. Durant les semaines qui suivirent, ils échangèrent des emails professionnels, parlant d'opportunités d'investissement. Henry croyait tenir une partenaire d'affaires prometteuse, séduite par son expérience en immobilier et son flair pour la mode, si révélateur d'un raffinement certain. Ignorant tout de sa véritable identité, il laissa même percer dans ses messages quelques sous-entendus charmeurs, séduit par son intelligence et sa prestance. Puis vint une soirée de gala de charité en faveur de l'éducation des enfants. Helena descendit d'une limousine dans une somptueuse robe blanche, dont la couleur rappelait étrangement sa robe de mariée, au point de couper le souffle à ceux qui percevaient la symbolique. Elle avança dans la salle, sous le halo doré des lustres. Henry, en pleine conversation avec un sénateur, l'aperçut et perdit le fil de sa phrase. Un instant, il ne put que la contempler. Tandis qu'Helena approchait, les invités s'écartèrent dans un murmure d'admiration. La robe n'était pas la réplique exacte de celle de son mariage, mais suffisamment semblable pour réveiller les fantômes du passé chez Henry, même s'il ne comprenait pas pourquoi cela le troublait. Il lui tendit la main. Sa voix trembla légèrement. « Vous êtes éblouissante. » Helena se contenta de sourire, son regard brillant d'un triomphe secret. À cet instant chargé de tension, elle sut que la deuxième phase de son plan était enclenchée. Henry Sterling était déjà pris dans ses filets, fasciné par la femme qu'il croyait n'être qu'une nouvelle alliée professionnelle, sans savoir qu'elle était la même qu'il avait jadis humiliée. Installés dans un coin discret de la salle de bal, Henry et Helena engagèrent une discussion aux allures presque envoûtantes. Les rires et le tintement des verres résonnaient tout autour, mais ils semblaient enfermés dans une bulle intime. Henry, un verre à la main, ne la quittait pas des yeux. Helena répondait à ses questions d'un hochement de tête élégant, d'un sourire subtilement distant ou d'une réplique incisive. Le fond musical assuré par un petit orchestre de jazz ajoutait encore au magnétisme ambiant. Au fil de la soirée, il l'invita à danser. Elle accepta, se laissant guider dans ses bras. Sous les projecteurs, ils évoluèrent au rythme d'une valse, sa main posée sur sa taille avec une délicatesse qui l'étonna lui-même. Il ne s'attendait pas à être à ce point envoûté par une quasi-inconnue. Il ignorait que ce sentiment de familiarité puisait dans un passé qu'il avait lui-même brisé. Elle jouait son rôle à la perfection, lâchant à l'occasion un indice anodin sur son entreprise ou ses investissements mondiaux, toujours avec un brin de mystère destiné à attiser sa curiosité. Les photographes immortalisèrent cette danse, et, dès le lendemain, on pouvait lire dans la presse mondaine « Henry Sterling sous le charme de la nouvelle pépite de New York ». Leurs entretiens se multiplièrent ensuite, dîners en tête-à-tête prétendument destinés à examiner des projets, échanges de SMS complices. Helena distillait des sous-entendus sur la fragilité des figures publiques ou les dangers de faire confiance trop vite. Elle jouait avec les émotions d'Henry, l'attirant peu à peu comme un papillon vers la flamme.
Plus elle se montrait réservée, plus il voulait percer son mystère. Elle, de son côté, oscillait entre la rage qu'elle entretenait depuis des années et une émotion troublante. Il était toujours le même Henri charmant, capable de faire rayonner une pièce d'un simple sourire. Elle se souvenait des instants de tendresse d'autrefois, des promenades nocturnes, des baisers volés. Avait-il joué la comédie, ou existait-il encore un fragment de sincérité? Henri, lui, était tenaillé par un sentiment étrange. Cette Helena Carter, à la fois nouvelle et étrangement familière, éveillait en lui des souvenirs enfouis, le confrontant à des remords qu'il croyait avoir enfouis. Parfois, un geste ou une expression chez elle évoquait Émilie. La nuit, il ressassait la honte de son mariage avorté. Il n'en parlait presque plus, mais l'affaire avait fait la une des tabloïds, transformant Émilie en proie médiatique. Se pourrait-il qu'Helena ait un lien avec Émilie? Une cousine? Une amie? L'idée semblait ridicule, mais le doute persistait. En vain, il tenta de vérifier le parcours d'Helena. Tout concordait. Elle venait de Chicago, avait bâti sa propre entreprise, et personne ne paraissait s'interroger à son sujet. Il préféra refouler ses craintes, se persuadant qu'il se trompait. Helena n'était pas moins tourmentée. Oui, elle avait échafaudé tout ce stratagème pour lui infliger le même tourment qu'il lui avait fait subir. Mais chaque fois qu'elle croisait l'éclat sincère dans son regard ou percevait une pointe de tristesse lorsqu'il évoquait ses erreurs, elle doutait. Était-elle encore capable d'aimer cet homme? Ou s'était-elle perdue dans les dédales d'une vengeance de plus en plus complexe? L'inévitable arriva au détour d'une soirée calme dans le penthouse d'Henri. Ils écumaient ensemble des plans architecturaux et des propositions de contrat, poursuivant une discussion autour de cartons de nourriture à moitié entamés. Dehors, la pluie tapait contre les baies vitrées, traçant sur la skyline illuminée des traînées aquatiques. Helena, debout près de la vitre, les bras croisés, contemplait l'averse. Henri la rejoignit, son visage fatigué mais sincère. Dans le reflet de la vitre, elle surprit son regard scrutateur, comme s'il cherchait à percer un secret. Finalement, il lâcha. « Je n'arrive pas à me défaire de l'impression que nous nous sommes déjà rencontrés. » Look her, dit Helena Essembala. Elle tenta un sourire détaché. New York peut parfois être un village. On finit par croiser souvent les mêmes personnes dans les mêmes cercles. Henri secoua la tête. Non, c'est plus profond que ça. Il se tourna vers elle, sondant chaque trait de son visage comme pour résoudre une énigme. Vous me rappelez quelqu'un que j'ai blessé. Et je le regretterai toujours. Une douleur aiguë la traversa, colère, nostalgie, chagrin. Elle aurait voulu répliquer sèchement, mais se retint, tentant de conserver son sang-froid. Nous avons tous des regrets, répondit-elle, se détournant pour cacher la tension dans ses yeux. Le temps passa, et leur conversation glissa sur un terrain dangereux, tout près de la vérité. Henri finit par mentionner son mariage manqué, événement qu'il évoquait rarement. Elle s'appelait Émilie, avoua-t-il, la voix altérée par le remords. J'étais censé l'épouser. Elle était gentille, sincère, et je l'ai laissée tomber. Helena Retint son souffle. Henri avait les yeux brillants de chagrin. J'ai reçu un coup de fil juste avant la cérémonie. On m'a fait croire qu'Émilie m'avait trompé, qu'elle ne voulait que mon argent. Mes parents m'ont poussé à tout annuler, ma mère m'a assuré qu'elle avait des preuves. J'étais trop lâche pour exiger des explications. Il déglutit avec difficulté. Quelques mois plus tard, j'ai découvert la vérité. Tout était monté de toutes pièces par ma mère, qui n'a jamais accepté cette union. Mon père, lui aussi, a fait pression. Quand j'ai compris, Émilie avait disparu. La rage menaça d'exploser chez Helena, au souvenir de toutes ces nuits de tourment. Elle s'était tant de fois demandé comment Henri avait pu la trahir si facilement. Et maintenant, il admettait qu'il avait été manipulé. Une partie d'elle désirait hurler qu'il était trop faible pour l'avoir cru sur parole. Il aurait dû la défendre. Il en avait été incapable. Fébrile, elle garda le silence, serrant les dents. « Et si tu la retrouvais » glissa-t-elle, incapable de masquer un tremblement dans sa voix. « Qu'est-ce que tu ferais » Henri reporta son regard vers la fenêtre, l'âme en peine. « Je lui demanderai pardon, dit-il avec une sincérité déchirante. Je lui dirai que je l'ai toujours aimé, que je ne l'ai jamais oublié. Je donnerais n'importe quoi pour tout recommencer. » Un tourbillon d'émotions assaillit Helena. Elle aurait voulu crier « Je suis là ». Mais la colère la submergea. Aimer? Où était cet amour quand il l'avait abandonné avec une telle froideur? Même s'il avait été berné, il n'avait pas cru un seul instant en elle.
Sa famille n'aurait pas pu réussir si facilement sans son consentement. Remontée à bloc, elle se résolut à achever son plan. Dans les semaines qui suivirent, elle se mit à revendre discrètement ses actions de Sterling Enterprises à des moments clés, provoquant la panique parmi les autres actionnaires. Des rumeurs s'emballèrent, laissant planer l'idée qu'un gros investisseur se retirait, et le cours de l'action plongea. Les banques réclamèrent le remboursement de prêts. Les concurrents d'Henri flairèrent la proie blessée et s'acharnèrent. Quand Henri comprit enfin la situation, la spirale était déjà incontrôlable. Son empire croulait sous les dettes, les procès d'investisseurs, les réunions de crise du conseil d'administration. Et derrière ces attaques, se tenait Helena, ou plutôt Emily, qui tirait les ficelles avec une poigne d'acier. Les journaux financiers s'emparèrent de la débâcle de Sterling Enterprises. Henri faisait face à des rappels de marge, des procès, des conseils d'administration en panique. L'empire bâti au fil des ans s'effritait à vue d'œil. Mais au lieu de s'acharner à la survie de son entreprise, Henri cherchait frénétiquement Helena, qui avait disparu. Il appela, envoya des messages, se rendit en personne à toutes les adresses dont il disposait. Peine perdue, on aurait dit qu'elle s'était évanouie. Pendant ce temps, dans une suite luxueuse sous un faux nom, Helena assistait, via la télévision, à la lente chute de Sterling Enterprises. Les graphiques rouges montraient des cours de bourse s'effondrant. Les journalistes commentaient, haletant, l'effondrement d'une entreprise phare de l'immobilier. Elle pensait obtenir enfin ce qu'elle voulait, la vengeance. Et elle l'avait eue. Henri subissait la honte et la trahison, comme elle autrefois. Pourtant, la victoire lui laissait un goût amer. Le visage dévasté d'Henri lorsqu'il lui avait avoué ses regrets la hantait. Le choc en apprenant qu'il avait été manipulé lui-même. Et s'il s'était tout simplement parlé plus tôt, en ultime tentative pour sauver la société, Henri mit en vente ses biens personnels, voitures, propriétés, même des objets de famille. Le coup de grâce tomba quand ses propres parents, fuyards, refusèrent de l'aider publiquement, l'accusant de s'être entouré des mauvaises personnes. Henri sortit d'une conférence de presse, ignorant les journalistes, et grimpa dans un taxi, filant loin du siège de Sterling Enterprises. Il s'arrêta à l'adresse où il pensait qu'Helena, ou plutôt Emily, pouvait se trouver. Un petit immeuble dont elle avait fait mention, l'air de rien, un soir où il parlait à cœur ouvert. Bien qu'elle ne lui ait jamais confirmé l'emplacement, il avait recoupé mentalement quelques détails. Sous une pluie battante, il martela la porte, appelant son nom. Personne ne répondait. Il s'assit sur le perron, trempé, démoli. À ce moment précis, une voiture s'arrêta. Helena en sortit, abritée par un parapluie. Ils restaient un instant face à face, le regard brûlant d'émotion. D'une voix brisée, Henri lança. « Est-ce que me détruire t'a finalement rendue heureuse? Parce que si c'était le cas, eh bien, tu as réussi. » Helena sentait son cœur si serré. Elle ne s'attendait pas à le trouver là, si vulnérable, si humain. Ses mains tremblaient autour de son parapluie. Elle l'avait voulu à terre, et elle l'avait obtenu. Pourtant, en le voyant comme un reflet de sa propre détresse, elle ne ressentit ni jubilation, ni satisfaction. Ils entrèrent dans la maison, vide. L'eau goûtait de leurs vêtements, résonnant dans le silence. Enfin seule, la vérité éclata dans des aveux entrecoupés de larmes. Helena confessa qu'elle était Emily, la fiancée humiliée des années plus tôt. Henri, anéanti, se prit la tête dans les mains, comprenant la portée de ses erreurs et l'ampleur de la supercherie. « J'ai cru à des mensonges » avoua-t-il, la voix tremblante. J'ai laissé mes parents guider mes doutes, j'ai trahi l'amour qu'on partageait. Je le regretterai toute ma vie. La rancéure d'Helena se fissura sous la sincérité de son repentir. Pendant toutes ces années, elle avait rêvé de ce moment, où il implorait son pardon, submergé de remords. Maintenant qu'il y était, elle n'éprouvait plus le même élan vindicatif. Épuisés, ils s'assirent sur le parquet nu. Le tonnerre grondait au loin. « Je suis prêt à tout céder, » murmura Henri. « Je veux te prouver à quel point je suis désolé. Plus rien n'a d'importance si je ne peux pas. » Sa voix se cassa. « Te montrer que je t'aime encore. » Helena laissa et per un souffle tremblante. Combien de nuits avait-elle attendu qu'il la choisisse vraiment, sans interférence familiale, sans doute. Dans le silence de cette maison vide, elle devina un avenir encore vierge, avec deux voies, continuer de le briser ou baisser les armes. Elle leva un regard humide vers lui. Dans un mouvement aussi imprévisible qu'irrépressible,
Elle s'approcha et posa ses lèvres sur les siennes. Le baiser avait le goût des larmes, mais aussi celui de la délivrance, d'un espoir fragile. Ni l'un ni l'autre ne pouvait effacer la douleur si aisément. Mais pour la première fois depuis des années, ils se tenaient l'un face à l'autre, à nu, sans mensonge, sans masque. Ils ignoraient encore s'ils pourraient reconstruire leur relation ou simplement se quitter en paix. Mais la haine qui les enchaînait venait de rompre. Dans cette étreinte trompée par la pluie, ils s'autorisèrent enfin à envisager le pardon et à esquisser une première étape vers la guérison. Merci de nous avoir suivis dans cette histoire bouleversante faite de trahison, de vengeance et peut-être de rédemption. Si l'histoire d'Emily et Henry vous a ému et que vous souhaitez découvrir d'autres récits qui font vibrer l'âme, abonnez-vous à la chaîne Soul Stirring Stories. Votre prochaine histoire d'amour, de perte et de triomphe n'est qu'à un clic.